Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire, cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine de développement à Brazzaville ce mardi 26 mai. Le préfet du département de la Songa, Edouard Denis Okuya, a réuni les cadres médecins assistants, infirmiers et autres personnels de santé évoluant à l'hôpital de base de Ouesso. Au menu de cet entretien, remettre de l'ordre dans ce nouvel hôpital. En RDC, l'aéroport de Kisangani a été visé par plusieurs explosions attribuées à des drones. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. C'est ce mardi 26 mai qu'a eu lieu à Brazzaville la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui avait à ses côtés ses homologues gabonais et centrafricains. Images et commentaires. Ils sont des gouverneurs des banques centrales, des décideurs publics, des investisseurs et des membres de la société civile des États membres du groupe de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, qui ont pris rendez-vous à Brazzaville, capitale du Congo, pour échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour les années à venir en faveur du développement de l'Afrique. Face à un monde en pleine mutation où la géopolitique internationale a des pesanteurs graves sur le commerce international et la finance, l'Afrique se devrait de définir ou adopter une nouvelle architecture de mobilisation des capitaux afin de contenir les insuffisances de l'aide au développement, améliorer sa chaîne d'approvisionnement et engager son développement. À l'ouverture des travaux, les intervenants ont insisté sur les besoins de l'Afrique contemporaine qui se résume en termes de construction des infrastructures de développement de qualité qui englobent les secteurs de l'énergie, de la recherche scientifique, la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique, l'intégration régionale et la création d'emplois pour une population en majorité jeune. Aussi, la mobilisation rapide et à moindre coût de financement à partir des ressources propres du continent est-elle devenue un impératif à atteindre à long terme, a déclaré Ludovic Ngatié, ministre congolais de l'économie, de la statistique et de l'intégration régionale, président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Ces assemblées se tiennent dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes, des tensions géopolitiques et des besoins de financement de plus en plus importants. Dans le même temps, nos pays africains doivent répondre aux exigences de transformation économique, de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie et d'emploi des jeunes. Dans ce contexte, la question du financement du développement de l'Afrique demeure plus que jamais centrale. Le thème retenu de cette année traduit bien l'urgence et l'ambition du moment. Il nous invite à renforcer notre mobilisation autour des solutions concrètes, innovantes et adaptées aux priorités du continent. Pour le président du groupe de la BAD, Sidiki Oudeta, le moment est venu de libérer le potentiel financier de l'Afrique en faisant en sorte que chaque dollar produit soit multiplié par 10, optimiser la chaîne de valeur à partir des partenariats publics-privés. Ce qui compte au final, ce n'est pas seulement notre capacité à identifier les bons défis. C'est notre capacité à construire les instruments capables de changer les résultats. C'est pourquoi la Banque africaine de développement doit de plus en plus se positionner non seulement comme une institution de financement, mais comme une institution catalytique, une plateforme capable de réduire les risques, de mobiliser davantage de capitaux, de connecter investisseurs africains et internationaux et de transformer des opportunités dispersées en investissements bancables. Parce que les seuls bilans publics ne financeront pas l'avenir de l'Afrique. Les besoins sont immenses. Infrastructures, système énergétique, corridors industriels, adaptation climatique, urbanisation, infrastructures numériques et système alimentaire. Cela signifie que chaque dollar de financement du développement doit désormais jouer un rôle catalytique en attirant davantage d'investissements privés. Chaque dollar doit pouvoir attirer au moins 10 dollars. Notons que cette cérémonie d'ouverture a été ponctuée par la décoration des acteurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
Afin que ces assises de Brazzaville soient une réussite, ils ont reçu des distinctions de commandeurs et d'officiers dans l'ordre du mérite congolais. La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique a eu lieu hier 25 mai 2026. Au Congo-Brazzaville, cette célébration s'est tenue au Centre international de conférence de Kinshasa en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Suivez. À l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique ce 25 mai 2026, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'unité africaine, saluant leur combat pour la liberté et l'émancipation du continent. Je rends un vibrant hommage à ces valeureux combattants de la liberté et de l'émancipation africaine, et notamment Kenneth Kaunda de la Zambie, père de l'indépendance et ancien premier président de ce pays, Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, panafricaniste, ayant prôné l'indépendance totale du continent et la création des États-Unis d'Afrique. Ahmed Sékou Touré, un des leaders du parti RDA, nationaliste africain, qui avait rejeté par un nom massif la communauté franco-africaine proposée par le général Charles de Gaulle lors du référendum de 1958. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal en 1960, acteur majeur de la décolonisation en Afrique francophone. Marien Gouabi, de 1969 à 1977, président de la République populaire du Congo, mon pays, assassiné le 18 mars 1977. Par son soutien ardent aux luttes de libération en Afrique, il a marqué d'une empreinte indélébile les conquêtes des peuples sur le chemin de la liberté, de la justice et de la prospérité. Devant plusieurs personnalités, le chef de l'État a rappelé que la Journée de l'Afrique demeure une date symbolique pour tous les peuples africains en mémoire des dirigeants qui ont consacré leur vie à l'indépendance et à la souveraineté du continent. Dans son discours, Denis Sassou Nguesso a évoqué le sacrifice des femmes et des hommes qui ont accepté de donner leur vie pour une Afrique libre, unie et digne. Le président de la République a également mis en exergue les potentialités dont regorge l'Afrique. En toute objectivité, avec plus de 600 millions d'hectares de forêt, l'Afrique demeure le deuxième poumon vert de l'humanité par son immense couvert végétal, objet des enjeux écologiques actuels en lien avec la survie de la planète. Denis Sassou Nguesso a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée au Congo ne sera plus soumise au visa. Je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Vous l'avez donc compris, c'était l'hommage rendu par le président Denis Sassou Nguesso aux grandes figures historiques du continent. Poursuivons notre journal. La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique a eu lieu hier, 25 mai 2026. Au Congo-Brazzaville, cette célébration s'est tenue au Centre international de conférence de Kinshasa en présence du chef de l'État. Suivez. Centre de conférence international de Kinshasa.
L'imposante enceinte s'est encore durablement inscrite dans les annales de l'histoire à l'occasion de la célébration le 25 mai 2026 de la Journée de l'Afrique. Cette célébration, dans un contexte de tenue imminente des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, a donné lieu à d'émouvants instants de brin d'histoire. Tous les intervenants au cours de cette cérémonie s'y sont donnés à cœur joie, tantôt saluant le combat et la vision des pères des indépendances africaines, tantôt encore exhortant à transformer l'indépendance politique de l'Afrique en indépendance économique. Et dans cette dynamique, le groupe de la Banque africaine de développement fait figure de puissant levier, a déclaré Sidi Ould-Tah, son président. À l'époque de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup pensaient que l'Afrique était trop pauvre pour financer son propre développement, trop fragmentée pour construire des institutions continentales solides, trop dépendante pour définir seules ses priorités économiques. Mais les dirigeants africains ont choisi l'agence plutôt que la dépendance. Ils ont compris que l'indépendance ne pouvait pas se limiter aux symboles politiques. Elle devait aussi s'incarner dans des institutions africaines capables de porter les ambitions africaines. 63 ans plus tard, célébrer la journée de l'Afrique ici à Brazzaville a une portée symbolique particulière. Prenant la parole à son tour par vidéoconférence, le président en exercice de l'Union africaine a déclaré que l'Afrique avance et qu'elle n'est plus la même. Mais, a poursuivi Évariste Ndayishimiye, des défis demeurent, d'où cet appel à la responsabilité. Cette célébration doit être un moment de conscience collective. Pendant que nous commémorons nos acquis, des millions d'Africains continuent de vivre dans la souffrance, victimes des conflits armés, du terrorisme, de l'extrémisme violent, des catastrophes climatiques ou des crises humanitaires. Dans plusieurs régions de notre continent, des familles entières vivent dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes, souvent privés de strict nécessaire. Et parmi elles, des enfants. Des enfants qui devraient être à l'école. Des enfants dont les rêves ne devraient jamais être interrompus par la guerre, la faim ou l'exil. Aujourd'hui, nous devons leur adresser un message d'espérance et surtout des actions concrètes. Signalons que cette année, la Journée de l'Afrique est placée sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 63 ». Un autre chapitre à présent, le Sénat. Les deux chambres du Parlement ouvriront le 2 juin prochain leurs sessions respectives. Prélude à cette cérémonie d'ouverture, les présidents des dites chambres ont présidé les conférences des présidents qui ont regroupé les membres des bureaux, les présidents des commissions et des groupes parlementaires. Un reportage de Petra Ilibi. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a présidé le 26 mai 2026 la 9e conférence des présidents à laquelle a pris part le Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Au cours de cette retrouvaille qui se tient une semaine avant l'ouverture de la session proprement dite, il est question d'arrêter les affaires qui y seront traitées. Pour la 9e session ordinaire qui s'ouvrira le 2 juin prochain, les sénateurs auront à examiner 11 affaires qui sont le débat d'orientation budgétaire, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements. La proposition de loi relative à la reconnaissance historique de la traite négrière transatlantique et à l'accès exceptionnel à la nationalité congolaise pour les afro-descendants. La proposition de loi portant lutte contre le tribalisme et autres faits assimilés. La conférence des présidents vient par la même occasion d'adopter tous les documents relatifs à l'organisation des travaux de la session, notamment la répartition des affaires par commission, le calendrier et le projet de programme des séances. Il faut
Par ailleurs, notez que le Sénat est toujours disposé à recevoir du gouvernement en cours de session et suivant ces urgences, de nouvelles affaires à inscrire à l'ordre du jour. Tenant compte de la bonne tenue de cette rencontre, nous pouvons dire que les sénateurs sont prêts à renouer avec l'hémicycle pour pouvoir donner encore le meilleur d'eux-mêmes afin de contribuer au bien-être de la population. Le préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okuya, vient de réunir les cadres médecins, assistants infirmiers et autres personnels de santé évoluant à l'hôpital de base de Ouesso. Au menu de cet entretien, remettre de l'ordre dans ce nouvel hôpital suite à la menace de grève brandie par ces derniers. C'était en présence du président du conseil municipal, la maire de la ville de Ouesso, Armel Sido Bega, et du coordonnateur de l'hôpital de Ouesso, Nestor Iwanga. Des précisions avec Blaise Ebika. Après 6 mois de son inauguration le 24 novembre 2025, par le président de la République Denis Sassou Nguesso, l'hôpital général de Ouesso vient d'enregistrer sa première crise sociale où le personnel médical vient de brandir la menace d'une grève dont les principales revendications sont entre autres le paiement de leurs primes de garde, la publication de leurs notes de prise de service et de présence au poste et l'affectation des médecins spécialistes dans chaque service. Le préfet du département de la Sangha, Edouard Denis Okuya, a haussé le ton et demandé aux médecins et personnels de santé de respecter le serment d'Hippocrate et leur déontologie professionnelle. Sans la sagesse, même les connaissances qu'on a là, qu'on fasse zéro, avoir la connaissance, mais la sagesse, savoir comment faire. Ça, c'est important. Je tiens seulement à vous dire, vous êtes ici en train de mettre des bases de la fondation. Il faut un peu de sagesse, d'humilité et de la sagesse. Si vous n'avez pas ça, je suis docteur, je suis architecte, devant un maçon qui a peut-être 30 ans, 40 ans de maçonnerie, il peut m'apprendre. Même vous les médecins, auprès des infirmiers, auprès des assistants sanitaires, on a appris à l'école, mais sur le terrain, peut-être il y a 30 ans d'expérience. Donc c'est pour vous simplement, soyez unis dans ce que vous faites ici, sur nos vies, pour que l'hôpital, d'ici 15 ans, 20 ans, 5 ans déjà, qu'on passe cet hôpital-là. Et je tiens à vous rappeler que le président a l'œil sur l'hôpital. Je vous l'ai dit, je vous ai fait des confidences. Donc, moi, je vais tourner le dos en espérant que tout est rentré dans l'ordre. Le personnel de l'hôpital général de Ouesso, par l'intermédiaire du docteur Maungu, médecin généraliste, et l'infirmier Edouard Delange Oyakamba Okemba, ont décliné les motifs de leurs revendications. C'est un moyen de se faire entendre. Les raisons pour lesquelles nous avons fait nous avons entamé cette grève, mais ce n'était pas avec sans nous vouloir. C'est juste qu'on était à bout de souffle. Il fallait au moins se faire entendre. Et je me dis, si on ne s'était pas fait entendre, le préfet ne devait pas venir précisément nous voir. Donc nous demandons au gouvernement de nous envoyer encore un deuxième lot. S'il s'agit des contractuels ou des fonctionnaires, ça ne dérangerait pas. Mais sinon, qu'ils nous envoient un deuxième lot du personnel, comme des médecins spécialistes, y compris des infirmiers, comme ça, ils vont au moins nous alléger la tâche. Au terme de cette réunion, le personnel de santé de l'hôpital général de Ouesso a mis de l'eau dans son vin pour reprendre la conscience avec enthousiasme leur noble travail et sauver la vie de leurs compatriotes et rehausser l'image de cet hôpital général pour lequel le président de la République, Denis Sassou Nguesso, attache du prix. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé Baka Batela Mabele, autrement dit Peuple autochtone Baka, protégez vos terres, une mission de consultation des peuples autochtones victimes des dévastations des cultures et recueillement de leurs témoignages, conduite par le chef d'antenne de l'Association de protection des écosystèmes tropicaux et de développement de la Sangha de Brazzaville, la Bernardin Yacine Ngumba, vient de séjourner au village Nza à quelques encablures de Sembe. Restons toujours avec Blaise Ebika. L'objectif principal de cette mission était de contribuer à l'indemnisation des cultures des populations autochtones victimes des dévastations par la faune sauvage. De façon spécifique, cette mission était focalisée entre autres sur consulter les populations autochtones sur le conflit
faune, documenter les témoignages des populations autochtones victimes du dit conflit, développer les discussions pour l'élaboration d'une loi sur l'indemnisation des cultures des populations autochtones en République du Congo et enfin faire le plaidoyer législatif auprès des parlementaires et des organismes du système des Nations Unies, à savoir le PAM et l'UNICEF. Bernardin Yacine Ngumba est le chef d'antenne de l'Association de protection des écosystèmes tropicaux et du développement de la Songa. L'Association pour la protection des écosystèmes tropicaux et le développement de la Songa, donc APTDS, œuvre pour le développement local du département de la Songa. Et le conflit homme-faune se pose avec beaucoup d'acuité dans le village de Dia, situé dans le massif forestier Mesok-Dia. Et ce phénomène engendre beaucoup de dégâts en termes de dévastation, de culture et porte même atteinte à la population en termes d'insécurité alimentaire. Et de nos échanges aujourd'hui, il ressort quelques faiblesses dont vous avez mentionné. La première faiblesse, c'est sur l'opérationnalisation des indemnisations des cultures des communautés. Et le deuxième problème, c'est sur le décret sur l'indemnisation des cultures des communautés qui est devenu caduc. Ce texte de 1986 qui ne cadre plus avec la réalité actuelle des populations autochtones et des communautés locales. Et donc face à ce phénomène qui se pose avec beaucoup d'acuité dans ce village, nous lançons un appel aux autorités, d'abord au gouvernement, pour pouvoir opérationnaliser le mécanisme d'indemnisation des cultures et communautés. Nous lançons aussi un appel auprès des parlementaires de pouvoir adopter une loi qui va encadrer la question de l'indemnisation des cultures des communautés. Et nous lançons à la fin un cri de cœur aussi vers les partenaires au développement, les partenaires techniques, les partenaires financiers, de soutenir cette population. Cette population aujourd'hui qui est au bord de l'insécurité alimentaire, cette population qui souffre aujourd'hui, que ces partenaires techniques et financiers vous apportent de l'aide, que ces partenaires vous distribuent dans la mesure du possible de l'alimentaire afin de pallier à ce problème. Les populations locales victimes de la dévastation de leurs champs ont témoigné. Comme directeur de l'école de Dia, aujourd'hui, nous sommes un peu dépassés. Depuis 2018, nous sommes attaqués par les éléphants. On constate dans le champ, il faut voir le nombre de pieds, que l'éléphant a bougé, que le gorille a bougé, que le chimpanzé a bougé. On a fait des documents, les rapports, c'est parti, et d'autres. Il y a d'autres qui sont morts sans toucher leur argent. Ça ne sert que continuer. C'est bien dit, il faut faire la conservation. Bien, on n'a pas refusé. La conservation, c'est bien. Mais maintenant, en faisant la conservation, que l'État puisse voir comment nourrir la population. Actuellement, maintenant, là, pour manger, il faut attendre que le foufou sorte de Ouesso ou soit du Cameroun. L'axe Sembe-Ngwala, disons Sembe à Diala 2. Nous, on se nourrit maintenant là. Je ne sais même pas. Même que tu gagnes 200 000 aujourd'hui, l'argent va finir pour la nutrition parce qu'on a des familles élargies. Au moment où on parle là, si on partait jusqu'à Diala 2 là, vous devez voir les traces qu'ils sont maintenant en train de faire sur la piste comme ça là. Et la façon que l'éléphant est en train de dévaster et le gorille, c'est déjà trop. Mais on demande à l'État de pouvoir trouver les méthodes de soutenir les populations sur les villages. Parce que tout cela, les gens risquent de faire l'exode rural. Pourquoi? En fuyant seulement que les bêtes sauvages. Cette mission rentre à Brazzaville avec le sentiment d'une mission accomplie, avec pour résultat attendu la prise d'une loi sur l'indemnisation des cultures des populations autochtones victimes du conflit homme-faune et un plaidoyer auprès des parlementaires et des organismes du système des Nations Unies sur les enjeux du dit conflit. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, lors de son discours, le président de la République a déclaré qu'à partir du 1er janvier 2027, la suppression des visas pour les autres pays africains qui voudront venir au Congo suscite la réaction des populations dans ce reportage de Rudy Glormaswangi et PJ Koma.
L'Assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, se tient à Brazzaville du 25 au 29 mai 2026, couplé à la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Prenant la parole, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déclaré la suppression des visas pour tous les Africains qui voudront séjourner au Congo à compter du 1er janvier 2027. En ce qui nous concerne et en lien avec la consolidation de notre engagement en faveur de la vision des pères des indépendances africaines, la liberté et l'émancipation des peuples africains, l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens sur le continent, l'intégration des États avec, à terme, l'usage d'un passeport africain unique, la matérialisation, une fois de plus, de mon engagement en vue d'une Afrique unie, souveraine et prospère. Je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. Cette déclaration qui fait la une de l'actualité a été annoncée le 25 mai. Cette mesure a suscité la réaction de la population de la ville de Pointe-Noire. Vraiment, salam kilengi, yina président Messala, que n'a visa, mais t'as kilengi na moun. Donc chauffeur mais t'as kilengi na moun. Mais il y a des gens qui sont étrangers. Il y a qui viennent dans l'autre la visa, il y a qui sont Congo. Mais pourquoi pas y agir? Na peuple congolais, il y a nous soutenir ba awa yin kela wa manisa. Ba kwenda na soit na pays étranger. Pour que la paix côté na katia boile pour que bana bakala ba va na kata soutenance. Il y a des tellement ba Congo, samedi avant que étranger na kukatuku na kuiza na Congo, il y a ne ba tête peuple congolais, il y a ne côté na pays étranger pour que mettre se mettre ouais, mon avis c'est que c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose, oui, mais il faut voir aussi de l'autre côté, c'est avantage que les étrangers. Parce que si nous, on partait là-bas sans visa, ça devait nous permettre. Mais les étrangers arrivent ici, ils viennent se faire de l'argent, ils se remplissent les poches, mais de notre côté, nous, on ne trouve rien. Et à la fin, on nous prend juste pour des moins que rien, c'est ça. Vu que dans l'étranger, nous sommes obligés d'avoir des visas et puis des visas qui coûtent cher. Mais dès qu'ils arrivent ici, que ce soit gratuit, ça veut dire que c'est juste pour leur permettre. Et puis à la fin, nous sommes perdants, on ne gagne rien. Par contre, chez les autres, les problèmes du pays devraient d'abord être réglés avant de prendre cette mesure puisque le passeport est encore un luxe. Rappelons que cette mesure prendra effet le 1er janvier 2027. Parlons culture à présent. Le samedi dernier, Olivier Steve Titembo dit Estikulman a célébré ses 10 ans de carrière professionnelle dans le domaine des médias. Cette activité a réuni plusieurs artistes de la ville de Pointe-Noire qui sont venus prester en vue de rendre hommage à ce dernier pour son dévouement. Compte rendu, Rudy Gloire Maswangi, NG La Merveille. Dans la foulée de la célébration de ses 10 ans de carrière professionnelle du journaliste reporter d'images Olivier Chitembo dit Estikulman le général, une manifestation a eu lieu le samedi 23 mai à RTL City. Un moment de détente, de célébration culturelle avec les artistes, les hommes de médias ainsi que le public qui a répondu présent pour soutenir l'un des visages les plus familiers et une icône du petit écran. La présence du délégué du Conseil supérieur de la liberté de communication, Léon Evongo, étant remarquable. La fête a commencé par la prestation des artistes qui se sont succédés sur le podium pour saluer le professionnalisme, l'humilité et la résilience de l'animateur. Déjà, merci, joyeux anniversaire à ta carrière. Vraiment, c'est un plus pour cette année 2026.
Un autre moment fort, c'est l'émotion suscitée par l'animateur Esti Coleman et la communion avec le public. Ce jubilé a mis en lumière un parcours exceptionnel dédié à l'information et à la culture. Par la même occasion, il a congratulé les artistes qui font la fierté de la musique actuellement. C'est mon tout premier trophée. En toute sincérité, que Dieu te bénisse mon frère, merci d'avoir pensé à moi. Merci. Et ce trophée, il est terriblement symbolique. Et raison c'est pas qu'il veut, hein? Le poutiaba ou qui congue beto. Merci, merci. 10 ans de carrière dans les médias représentent une décennie de défis, de sacrifices, mais surtout de réussite. Ce jubilé prouve à suffisance que le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Loin d'être une finalité, cette célébration marque pour Esti Coleman, le général, le début d'une nouvelle ère et de nouveaux challenges dans son parcours de vie sur Terre. Parmi les fonctions, on peut dire qu'il a aujourd'hui, il occupe au sein de la chaîne TPT+, on peut citer journaliste, reporter d'images, formateur en animation de télé, chef des services de production à TPT+. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Hors de nos frontières, en RDC, l'aéroport de Bangboka à Kisangani a été visé par plusieurs explosions attribuées à des drones. Il s'agit de la 4e attaque. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir repoussé dimanche une attaque de drone visant l'aéroport international de Bangboka à Kisangani dans le nord-est du pays. Il s'agit de la 2e attaque contre cette infrastructure en l'espace d'un mois. Selon les autorités locales, l'opération a été menée par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les forces rwandaises. Aucune victime n'a été signalée. Les frappes se sont déroulées en 4 vagues en milieu d'après-midi au plus fort de l'activité aéroportuaire. D'après le gouverneur de la Chopo, la dernière salve de drones a ciblé l'aéroport alors qu'un avion civil de la compagnie africaine d'aviation s'apprêtait à atterrir. L'aéroport de Bangboka accueille à la fois des vols civils et militaires. L'armée congolaise utilise notamment sa piste pour déployer des drones et des avions de chasse contre les positions du M23 et de l'armée rwandaise. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Ousmane Sonko a été élu avec 132 voix, une abstention et 0 contre sur les 133 exprimés ce 26 mai 2026 à Dakar. Président de l'Assemblée nationale en l'absence d'une trentaine de membres de l'opposition qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député. Il succède à Malik Ndiaye qui avait démissionné le 24 mai et prend ses fonctions dans la foulée. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale avec 132 voix sur 165, seulement 3 jours après avoir été démis de ses fonctions par le président Bassirou Diomaye Faye, accentuant ainsi la rupture entre les deux hommes. Son élection, saluée par les applaudissements d'une assemblée largement acquise à sa cause, marque également son retour officiel en tant que député. Le scrutin a été boycotté par l'opposition. Lors de son discours de prise de fonction, Ousmane Sonko a promis d'utiliser tous les leviers du pouvoir. Cette réintégration à l'Assemblée nationale suscite toutefois une vive controverse au Sénégal, plusieurs voix s'interrogeant sur la légalité de la procédure. Lundi, Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire de la principale coalition de l'opposition, a dénoncé lors d'une conférence de presse un coup d'État institutionnel. Enfin, le président Donald Trump demande à ses négociateurs de ne pas précipiter un accord avec l'Iran. Sur son réseau social, le président américain affirme que des discussions constructives sont en cours, mais que les deux parties doivent prendre leur temps de bien faire les choses. Illustration. Depuis dimanche, Américains et Iraniens semblent confiants sur la signature d'un accord qui mettrait fin à la guerre déclenchée par Washington et Israël. Le porte-parole du chef de la diplomatie iranienne a affirmé ce lundi lors d'un point presse hebdomadaire que son pays avait fait des progrès sur de nombreux points, mais accuse les États-Unis d'être versatiles.
Un cessez-le-feu est actuellement en vigueur après plus d'un mois de conflit qui a fait des milliers de morts au Moyen-Orient et face à l'imminence d'un compromis de paix entre l'Iran et les États-Unis, de nombreux chefs d'État et de gouvernement ne cachent pas leur impatience. Ursula von der Leyen s'est félicitée des progrès de cet accord, tout comme le Premier ministre britannique Keir Starmer. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a dit ce lundi attendre une réponse de Téhéran à propos d'un accord qu'il qualifie de solide. Pourtant, malgré des signes de progrès, Donald Trump a tempéré ses espoirs de voir cette guerre prendre fin. Dimanche, il a appelé les négociateurs américains à ne pas se précipiter. Le temps joue en notre faveur, a-t-il déclaré sur son réseau social. Le compromis entre Téhéran et Washington prévoirait notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel passait jusqu'alors 1/5 des hydrocarbures consommés par le monde. Après le début du conflit, l'Iran a empêché l'accès à ce passage à certains pays. La patience est l'élément clé de la réussite. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par Angela Merveille, coordonné par Rudy Gloire Masson. Merci de suivre TVT+, la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain.